C'est de nouveau Alan Spade. Vous pouvez retrouver mes romans de fantasy, science-fiction, thriller sur les grandes plateformes de vente, Amazon, la Fnac, voilà, les grandes plateformes. Le chapitre 46 de Don Quichotte. De la notable aventure des archers de la Sainte Hermandad et de la grande férocité de notre bon ami Don Quichotte. Tandis que Don Quichotte débitait cette harangue, le curé s'occupait à faire entendre aux archers que Don Quichotte avait l'esprit à l'envers, comme il le voyait bien à ses paroles et à ses œuvres, et qu'ainsi rien ne les obligeait à pousser plus loin l'affaire, puisque, parvinssent-ils à le prendre et à l'emmener, il faudrait bien incontinent le relâcher en qualité de fou. Mais l'homme au mandat répondit que ce n'était point à lui à juger de la folie de Don Quichotte, qu'il devait seulement exécuter ce que lui commandaient ses supérieurs, et que, le fou une fois arrêté, on pourrait le relâcher 300 autres fois. Néanmoins, reprit le curé, ce n'est pas cette fois-ci que vous devez l'emmener, et, si je ne me trompe, il n'est pas d'humeur à se laisser faire. Finalement, le curé sut leur parler et les persuader si bien, et Don Quichotte sut faire tant d'extravagance que les archers auraient été plus fous que lui s'ils n'eussent reconnu sa folie. Ils prirent donc le parti de s'apaiser et se firent même médiateurs entre le barbier et Sancho Panza, qui continuaient encore leur querelle avec une implacable rancune. À la fin, comme membres de la justice, ils arrangèrent le procès en amiables compositeurs, de telle façon que les deux parties restèrent satisfaites, sinon complètement, du moins en quelque chose, car il fut décidé que l'échange des bas aurait lieu, mais non celui des sangles et des licous. Quant à l'affaire de l'armée de Membrun, le curé, en grande cachette et sans que Don Quichotte s'en aperçût, donna 8 réaux du plat à barbe, et le barbier lui en fit un récépissé en bonne forme, par lequel il promettait de renoncer à toute réclamation, pour le présent et dans les siècles des siècles. Amen. Une fois ces deux querelles apaisées, c'étaient les plus envenimées et les plus importantes, il ne restait plus qu'à obtenir des valets de Don Luis que 3 d'entre eux s'en retournassent et que l'autre demeurât pour accompagner leur maître où Don Fernand voudrait l'emmener. Mais le destin moins rigoureux et la fortune plus propice, ayant commencé à prendre parti pour les amants et les braves de l'hôtellerie, voulurent mener la chose à bonne fin. Les valets de Don Luis se résignèrent à tout ce qu'il voulut, ce qui donna tant de joie à Doña Clara que personne ne l'aurait alors regardé au visage sans y lire l'allégresse de son âme. Zoraïde, sans comprendre parfaitement tous les événements qui se passaient sous ses yeux, s'attristait ou se réjouissait suivant ce qu'elle observait sur les traits de chacun, et notamment de son capitaine espagnol, sur qui elle avait les yeux fixés et l'âme attachée. Pour l'hôtelier, auquel n'avait point échappé le cadeau et la récompense qu'avait reçu le barbier, il réclama l'écho de Don Quichotte, ainsi que le dommage de ses outres et la perte de son vin, jurant que ni Rocinante ni l'âne de Sancho ne sortiraient de l'hôtellerie qu'on ne lui eût tout payé jusqu'à la dernière obole. Tout cela fut encore arrangé par le curé et payé par Don Fernand, bien que l'auditeur en eût aussi offert le paiement de fort bonne grâce. Enfin la paix et la tranquillité furent si complètement rétablies que l'hôtellerie ne ressemblait plus, comme l'avait dit Don Quichotte, à la discorde du camp d'Agraman, mais à la paix universelle du règne d'Octavien, et la commune opinion fut qu'il fallait en rendre grâce aux bonnes intentions du curé, secondées par sa haute éloquence ainsi qu'à l'incomparable libéralité de Don Fernand. Quand Don Quichotte se vit ainsi libre et débarrassé de toutes ses querelles, tant de son écuyer que des siennes propres, il lui sembla qu'il était temps de poursuivre son voyage et de mettre fin à cette grande aventure pour laquelle il fut appelé et élu. Il alla donc avec une ferme résolution plier les genoux devant Dorothée, qui ne voulut pas lui laisser dire un mot jusqu'à ce qu'il se fût relevé. Pour lui obéir, il se tint debout et lui dit « C'est un commun adage, ô belle princesse, que la diligence est la mère de la bonne fortune. Et l'expérience a montré en des cas nombreux et graves que l'empressement du plaideur mène à bonne fin le procès douteux. Mais en aucune chose cette vérité n'éclate mieux que dans celle de la guerre, où la célérité et la promptitude, prévenant les desseins de l'ennemi, remportent la victoire avant même qu'il se soit mis en défense. Tout ce que je dis là, haute et précieuse dame, c'est parce qu'il me semble que notre séjour dans ce château n'est plus d'aucune utilité, tandis qu'il pourrait nous devenir si nuisible que nous eussions quelques jours à nous en repentir. Car enfin, qui sait si, par le moyen d'habiles espions, votre ennemi le géant n'aura point appris que je vais l'exterminer, et s'il n'aura pu, favorisé par le temps que nous lui laissons, se fortifier dans quelque citadelle inexpugnable, contre laquelle ne prévaudront ni mes poursuites, ni la force de mon infatigable bras.
Ainsi donc, princesse, prévenons, comme je l'ai dit, ces desseins par notre diligence, et partons incontinent à la bonne aventure, car votre grandeur ne tardera pas plus à la voir telle qu'elle la désire, que je ne tarderai à me trouver en face de votre ennemi. » Don Quichotte se tut à ces mots, et attendit gravement la réponse de la belle infante. Celle-ci, prenant des airs de princesse accommodée au style de Don Quichotte, lui répondit en ces termes. « Je vous rends grâce, seigneur chevalier, du désir que vous montrez de me prêter faveur en ma grande affliction. C'est agir en chevalier auquel il appartient de protéger les orphelins et de secourir les nécessiteux. Et plaise au ciel que notre commun souhait s'accomplisse pour que vous confessiez qu'il y a dans le monde des femmes reconnaissantes. Quant à mon départ, qu'il ait lieu sur le champ, car je n'ai de volonté que la vôtre. Disposez de moi selon votre bon plaisir, celle qui vous a remis une fois la défense de sa personne et qui a confié à votre bras la restauration de ses droits royaux, ne peut vouloir aller contre ce qu'ordonne votre prudence. »« À la main de Dieu !» s'écria Don Quichotte. « Puisqu'une princesse s'humilie devant moi, je ne veux pas perdre l'occasion de la relever et de la remettre sur son trône héréditaire. Partons sur le champ, car le désir et l'éloignement m'éperonnent, et comme on dit, le péril est dans le retard. Et puisque le ciel n'a pu créer, ni l'enfer vomir aucun être qui m'épouvante ou m'intimide, selle vite, Sancho, selle Rocinante, ton âne et le palefroid de la reine. Prenons congé du châtelain et de ses seigneurs, et quittons ces lieux au plus vite. » Sancho, qui était présent à toute la scène, s'écria en hochant la tête de droite et de gauche. « Ah, Seigneur, Seigneur, il y a plus de mal au hameau que n'en imagine le bedeau, soit dit sans offenser les honnêtes coiffes. »« Quel mal, interrompit Don Quichotte, peut-il y avoir en aucun hameau et dans toutes les villes du monde réunies qui puisse atteindre ma réputation maintenant que tu es ? » ?»« Si votre grâce se fâche, dit Sancho, je me tairai et me dispenserai de dire ce que je dois lui révéler en bon écuyer, ce que tout bon serviteur doit dire à son maître. » « Dis ce que tu voudras, répondit Don Quichotte, pourvu que tes paroles n'aient point pour objet de m'intimider. Si tu as peur, fais comme qui tu es. Moi, qui suis sans crainte, je ferai comme qui je suis. »« Ce n'est pas cela, par les péchés que j'ai commis devant Dieu, répartit Sancho. Ce qu'il y a, c'est que je tiens pour certain et pour dûment vérifier que cette dame, qui se dit être reine du grand royaume de Micomicon, ne l'est pas plus que ma mère. Car, si elle était ce qu'elle dit, elle n'irait pas se becquetant avec quelqu'un de la compagnie dès qu'on tourne la tête, et à chaque coin de mur. » À ce propos de Sancho, Dorothée rougit jusqu'au blanc des yeux, car il était bien vrai que maintes fois en cachette, son époux Don Fernand avait touché avec les lèvres un acompte sur le prix que méritaient ses désirs. Sancho l'avait surprise, et il lui avait paru qu'une telle familiarité était plutôt d'une courtisane que de la reine d'un si grand royaume. Dorothée ne trouva pas un mot à lui répondre et le laissa continuer. « Je vous dis cela, Seigneur, ajouta-t-il, parce que, à la fin des fins, quand nous aurons fait tant de voyages, quand nous aurons passé de mauvaises nuits et de pires journées, si ce gaillard qui se divertit dans cette hôtellerie vient cueillir le fruit de nos travaux, pourquoi faire, ma foi, me tant dépêcher à sceller Rocinante, à battre le grison et à brider le palefroid ? Il vaut mieux rester tranquille et que chaque femelle file sa quenouille et allons nous en dîner. » Miséricorde! Quelle effroyable colère ressentit Don Quichotte quand il entendit les insolentes paroles de son écuyer. Elle fut telle que, lançant des flammes par les yeux, il s'écria d'une voix précipitée et d'une langue que faisait bégayer la rage. « Ô manant, ô brutal, effronté, impudent, téméraire, calomniateur et blasphémateur! Comment oses-tu prononcer de telles paroles en ma présence et devant ces illustres dames? Comment oses-tu mettre de telles infamies dans ta stupide imagination ? Va-t'en loin de moi, monstre de nature, dépositaire de mensonges, réceptacle de fourberies, inventeur de méchanceté, publicateur de sottises, ennemi du respect qu'on doit aux royales personnes. Va-t'en, ne parais plus devant moi sous peine de ma colère. » En disant cela, il fronça les sourcils, enfla les joues, regarda de travers, frappa la terre du pied droit, signe évident de la rage qui lui rongeait les entrailles. À ces paroles, à ces gestes furieux, Sancho demeura si atterré, si tremblant, qu'il aurait voulu qu'en cet instant même, la terre se fût ouverte sous ses pieds pour l'engloutir. Il ne sut faire autre chose que se retourner bien vite et s'éloigner de la présence de son courroucé seigneur. Mais la discrète Dorothée, qui connaissait si bien maintenant l'humeur de Don Quichotte, dit aussitôt, pour calmer sa colère, « Ne vous fâchez point, seigneur chevalier de la triste figure, des impertinences qu'a dites votre bon écuyer. Peut-être ne les a-t-il pas dites sans motif, et l'on ne peut soupçonner sa conscience chrétienne d'avoir porté faux témoignage contre personne.
Il faut donc croire, sans conserver le moindre doute à ce sujet, que, puisqu'en ce château, comme vous le dites, seigneur chevalier, toutes choses vont et se passent à la façon des enchantements, il peut bien arriver que Sancho ait vu par cette voix diabolique ce qu'il dit avoir vu de si contraire et de si offensant à ma vertu. Par le Dieu Tout-Puissant, s'écria Don Quichotte, je jure que votre grandeur a touché le but. Oui, c'est quelque mauvaise vision qui est arrivée à ce pêcheur de Sancho pour lui avoir fait voir ce qu'il était impossible qu'il vît autrement que par des sortilèges. Je connais trop bien la bonté et l'innocence de ce malheureux pour croire qu'il sache porter faux témoignage contre personne. Voilà ce qui est et ce qui sera, reprit Don Fernand. Dès lors, seigneur Don Quichotte, vous devez lui pardonner et le rappeler au giron de votre grâce, sicut erat in principio, avant que ces maudites visions lui eussent tourné l'esprit. Don Quichotte ayant répondu qu'il lui pardonnait, le curé alla quérir Sancho, lequel vint humblement se mettre à genoux devant son maître et lui demander sa main. L'autre se la laissa prendre et baiser, puis il lui donna sa bénédiction et lui dit « Maintenant, mon fils Sancho, tu achèveras de reconnaître à quel point était vrai ce que je t'ai dit maintes et maintes fois, que toutes les choses de ce château arrivent par voie d'enchantement. » « Je le crois sans peine, répondit Sancho, excepté toutefois l'histoire de la couverture, qui est réellement arrivée par voie ordinaire. N'en crois rien, répliqua Don Quichotte. S'il en était ainsi, je t'aurais alors vengé, et je te vengerai encore à présent. Mais ni alors, ni à présent, je n'ai pu voir sur qui tirer vengeance de ton outrage. Tous les assistants voulurent savoir ce que c'était que cette histoire de la couverture, et l'hôtelier leur conta de point en point les voyages aériens de Sancho Panza, ce qui les fit beaucoup rire, et ce qui n'aurait pas moins fâché Sancho si son maître ne lui eût affirmé de nouveau que c'était un pur enchantement. Toutefois, la simplicité de Sancho n'alla jamais jusqu'au point de douter que ce ne fût une vérité démontrée, sans mélange d'aucune supercherie, qu'il avait été bien et dûment berné par des personnages de chair et d'os, et non par des fantômes de rêve et d'imagination, comme le croyait et l'affirmait son seigneur. Il y avait déjà 2 jours que tous les membres de cette illustre société habitaient l'hôtellerie, et, comme il leur parut qu'il était bien temps de partir, ils cherchèrent un moyen pour que, sans que Dorothée et Don Fernand prissent la peine d'accompagner Don Quichotte jusqu'à son village en continuant la délivrance de la reine Micomicona, le curé et le barbier pussent l'y conduire, comme ils le désiraient, et tenter la guérison de sa folie. Ce qu'on arrêta d'un commun accord, ce fut de faire prix avec le charretier d'une charrette à bœuf que le hasard fit passer par là pour qu'il l'emmenât de la manière suivante. On fit une espèce de cage avec des bâtons entrelacés où Don Quichotte put tenir à l'aise. Puis, aussitôt sur l'avis du curé, Don Fernand, avec ses compagnons, les valets de Don Luis et les archers réunis à l'hôte, se couvrirent de tous le visage et se déguisèrent, celui-ci d'une façon, celui-là d'une autre, de manière qu'ils parussent à Don Quichotte d'autres gens que ceux qui l'avaient vu dans ce château. Cela fait, ils entrèrent en grand silence dans la chambre où il était couché, se reposant des alertes passées. Ils s'approchèrent du pauvre chevalier qui dormait paisiblement, sans méfiance d'une telle aventure, et, le saisissant tous ensemble, ils lui lièrent si bien les mains et les pieds que, lorsqu'il s'éveilla en sursaut, il ne put ni remuer, ni faire autre chose que de s'étonner et de s'extasier en voyant devant lui de si étranges figures. Il tomba sur le champ dans la croyance que son extravagante imagination lui rappelait sans cesse. Il se persuada que tous ces personnages étaient des fantômes de ce château enchanté et que sans nul doute il était enchanté lui-même puisqu'il ne pouvait ni bouger ni se défendre. C'était justement ainsi que le curé, inventeur de la ruse et de la machination, avait pensé que la chose arriverait. De tous les assistants, le seul Sancho avait conservé son même bon sens et sa même figure, et quoiqu'il s'en fallût de fort peu qu'il ne partageât la maladie de son maître, il ne laissa pourtant pas de reconnaître qui étaient tous ces personnages contrefaits. Mais il n'osa pas découdre les lèvres avant d'avoir vu comment se terminerait cet assaut et cette arrestation de son seigneur, lequel n'avait pas plus envie de dire mot dans l'attente du résultat qu'aurait sa disgrâce. Ce résultat fut qu'on apporta la cage auprès de son lit, qu'on l'enferma dedans et qu'on cloua les madriers si solidement qu'il aurait fallu plus de 2 tours de rein pour les briser. On le prit ensuite à dos d'homme et, lorsqu'il sortait de l'appartement, on entendit une voix effroyable, autant du moins que put la faire le barbier, non celui du bas, mais l'autre qui parlait de la sorte. « Ô chevalier de la triste figure, n'éprouve aucun déconfort de la prison où l'on t'emporte. Il doit en être ainsi
pour que tu achèves plus promptement l'aventure que ton grand cœur t'a fait entreprendre, laquelle aventure se terminera quand le terrible lion manchois et la blanche colombe Tobosine gîteront dans le même nid, après avoir courbé leur front superbe sous le joug léger d'un doux hyménée. De cette union inouïe sortiront, au regard du monde étonné, les vaillants lionceaux qui hériteront des griffes rapaces d'un père valeureux. Cela doit arriver avant que le dieu qui poursuit la nymphe fugitive ait, dans son cours rapide et naturel, rendu 2 fois visite aux brillantes images du zodiaque. Et toi, ô le plus noble et le plus obéissant écuyer qui eut jamais l'épée à la ceinture, la barbe au menton et l'odorat aux narines, ne te laisse pas troubler et envahir en voyant enlever, sous tes yeux même, la fleur de la chevalerie errante. Bientôt, s'il plaît au grand harmonisateur des mondes, tu te verras emporté si haut que tu ne pourras plus te reconnaître et qu'ainsi seront accomplies les promesses de ton bon Seigneur. Je t'assure même, au nom de la sage Mentironiana, que tes gages te seront payés, comme tu le verras à l'œuvre. Suis donc les traces du vaillant et enchanté chevalier, car il convient que tu ailles jusqu'à l'endroit où vous ferez halte ensemble, et puisqu'il ne m'est pas permis d'en dire davantage, que la grâce de Dieu reste avec vous. Je m'en retourne où seul je le sais. À la fin de la prédiction, le prophète éleva la voix en fausset, puis la baissa peu à peu avec une si touchante modulation que ceux mêmes qui étaient au fait de la plaisanterie furent sur le point de croire à ce qu'ils avaient entendu. Don Quichotte se sentit consolé en écoutant la prophétie, car il en démêla de point en point le sens et la portée. Il comprit qu'on lui promettait de se voir engagé dans les liens d'un saint et légitime mariage avec sa bien-aimée Dulcinée du Toboso, dont les flancs heureux mettraient bas les lionceaux ses fils pour l'éternelle gloire de la Manche. Plein d'une ferme croyance à ce qu'il venait d'entendre, il s'écria en poussant un profond soupir. Ô toi, qui que tu sois, qui m'as prédit tant de bonheur, je t'en supplie, demande de ma part au sage enchanteur qui s'est chargé du soin de mes affaires, qu'il ne me laisse point périr en cette prison où l'on m'emporte à présent, jusqu'à ce que je voie s'accomplir d'aussi joyeuses, d'aussi incomparables promesses. Qu'il en soit ainsi, et je tiendrai pour céleste jouissance les peines de ma prison, pour soulagement les chaînes qui m'enveloppent et ce lit de planche sur lequel on m'étend, loin de me sembler un dur champ de bataille, sera pour moi la plus douce et la plus heureuse couche nuptiale. Quant à la consolation que doit m'offrir la compagnie de Sancho Panza, mon écuyer, j'ai trop de confiance en sa droiture et en sa bonté pour craindre qu'il ne m'abandonne en la mauvaise ou en la bonne fortune. Car s'il arrivait par la faute de son étoile ou de la mienne, que je ne pusse lui donner cette île tant promise, ou autre chose équivalente, ces gages, du moins, ne seront pas perdus, puisque, dans mon testament, qui est déjà fait, j'ai déclaré par écrit ce qu'on doit lui donner, non suivant ses nombreux et loyaux services, mais suivant mes faibles moyens. À ces mots, Sancho Panza lui fit une révérence fort courtoise et lui baisa les 2 mains, car lui en baiser une n'était pas possible puisqu'elles étaient attachées ensemble. Ensuite, les fantômes prirent la cage sur leurs épaules et la chargèrent sur la charrette à bœuf. Fin du chapitre.